Salut à tous. On est face à un paradoxe assez dingue, non? La façon dont on produit notre nourriture est en train, littéralement, d'épuiser les sols qui nous nourrissent. Mais et si une solution existait déjà? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui, l'agroécologie. Une approche qui en gros veut soigner la terre pour mieux nous nourrir. Alors, au programme aujourd'hui, d'abord on va se pencher sur ce qui ne va pas dans l'agriculture moderne. Ensuite, on plongera dans ce qui est vraiment l'agroécologie avec des exemples concrets, des cas qui marchent à travers le monde. On essaiera aussi de comprendre pourquoi c'est si dur de changer. Et enfin, on regardera comment on pourrait justement cultiver un nouvel avenir. Allez, c'est parti, on commence par le diagnostic. Le modèle agricole dominant, eh bien, on peut dire qu'il est à bout de souffle. Il est arrivé au bout de ses limites et on va voir ensemble pourquoi. Ok, pour comprendre, il faut remonter un peu dans le temps. Juste après la Seconde Guerre mondiale, le monde a fait un pari un peu fou. La fameuse Révolution verte. L'idée, c'était de nourrir une population qui explosait. La recette semblait simple. Des semences spéciales, beaucoup d'engrais, beaucoup de pesticides. La promesse, c'était l'abondance pour tous. Mais il y a eu un mais, ce modèle a eu des conséquences, des effets secondaires assez graves qu'on n'avait pas forcément anticipés. Le vrai problème, au fond, c'est la monoculture. Imaginez des kilomètres et des kilomètres d'une seule et même plante. C'est un peu comme si on déroulait le tapis rouge pour les maladies et les insectes, un vrai buffet à volonté. Du coup, les sols s'épuisent. Et pour compenser, qu'est-ce qu'on fait? On met encore plus de pesticides. C'est un cercle vicieux. Prenons l'exemple des bananes aux Antilles. Au début des années 2000, la production s'est littéralement effondrée. Pourquoi? À cause de cette fatigue des sols et de l'invasion des parasites. Bon, face à cette impasse, une autre idée a commencé à faire son chemin. C'est là qu'entre en scène le protagoniste de notre histoire, l'agroécologie. Et attention, petite précision importante, ce n'est pas juste un autre mot pour dire bio, c'est bien plus que ça. C'est une manière complètement différente de penser notre façon de produire à manger. En fait, l'agroécologie, c'est trois choses en une, et les trois sont liées. C'est d'abord une science, on étudie comment la nature fonctionne pour créer des fermes qui sont des vrais écosystèmes. Ensuite, c'est un ensemble de pratiques, des techniques très concrètes où on remplace la chimie par la connaissance de la nature. Et enfin, c'est aussi un mouvement social qui se bat pour que les gens localement reprennent le contrôle sur ce qu'ils mangent. Ok, mais concrètement, ça donne quoi? L'idée, c'est de faire le contraire de l'agriculture industrielle. Au lieu de tout simplifier, on va au contraire s'appuyer sur la complexité de la nature. Par exemple, on va utiliser la biodiversité un peu comme une armée de défense naturelle contre les insectes. On va réintégrer les animaux d'élevage pour fertiliser les sols. On va même repenser la forme des champs pour mieux garder l'eau. En fait, pour le dire simplement, le but, c'est de travailler avec la nature et non plus contre elle. Bon, assez de théorie, on a compris le principe. Maintenant, le plus intéressant, c'est de voir ce que ça donne sur le terrain. Alors je propose un petit tour du monde pour découvrir comment ces idées changent vraiment la donne. Première escale, Madagascar. Là-bas, le riz, c'est la vie. C'est vraiment la base de tout. Le problème, c'est qu'une maladie, un champignon appelé périculariose, faisait des ravages dans les rizières. Et ça menaçait directement les récoltes et donc la survie de milliers de familles. Et la solution qui a été trouvée est d'une simplicité géniale. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement mélangé plusieurs variétés de riz dans le même champ. Les variétés résistantes ont agi comme des sortes de boucliers, de barrières physiques qui ont ralenti la propagation du champignon. Résultat, plus besoin de fongicides, qui coûtent une fortune. Et ce n'est pas tout. En bonus, ils ont aussi amélioré la gestion du fumier, une autre technique agroécologique, et ils ont réussi à augmenter les rendements de façon incroyable. Allez, on change de continent, direction le Kenya. Là-bas, on s'intéresse aux cultures de légumes comme les tomates. Les agriculteurs étaient vraiment coincés. Pour combattre les insectes ravageurs, ils devaient pulvériser des pesticides sans arrêt. C'était un engrenage infernal, dangereux pour leur santé et pour l'environnement. Et là encore, la solution est simple et terriblement efficace, une barrière physique. Au lieu de mener une guerre chimique contre les insectes, on va tout simplement protéger les plantes en les couvrant avec des filets très fins. C'est tout bête, mais ça change tout. Ça réduit drastiquement l'utilisation des pesticides, ça protège la santé des agriculteurs, et a même un petit bonus, ça crée un microclimat qui aide à économiser l'eau. Pas mal, non? Dernière étape de notre voyage, on va à l'île de la Réunion. Et là, on a une histoire de succès assez spectaculaire, autour de la culture de la courgette. Alors regardez ça, le premier truc qui saute aux yeux, c'est le gain financier. C'est immédiat. En passant à des méthodes plus naturelles, comme utiliser certaines plantes pour piéger les insectes ou relâcher des gentils insectes qui mangent les méchants, les agriculteurs ont quasiment divisé par deux leurs dépenses en produits de protection. Comme quoi, l'écologie, ça peut aussi être très rentable. Mais le chiffre le plus fou, c'est celui-là, 99,9%. C'est la réduction de la quantité d'insecticides déversés dans les champs. On ne parle pas d'une petite baisse là, c'est une quasi-élimination. Ça montre bien à quel point le système d'avant était complètement dépendant de la chimie. Et au-delà des chiffres, il y a des choses qu'on peut voir, qu'on peut sentir. Ce témoignage d'un agriculteur de là-bas, il dit tout.
Il parle du retour des abeilles. Voir les abeilles revenir dans les champs, c'est le signe le plus clair que la nature reprend ses droits, que l'écosystème de la ferme est en train de guérir. Bon, à ce stade, la question qu'on se pose tous, c'est « mais si ça marche si bien, pourquoi est-ce que tout le monde ne fait pas ça ?» Eh bien, c'est parce que le système actuel est incroyablement bien installé, bien verrouillé. On va regarder d'un peu plus près ce qui bloque. Le mot un peu technique pour ça, c'est le verrouillage socio-technique. Mais l'idée est simple. C'est un peu comme un énorme engrenage où tout est fait pour que rien ne change. Pensez-y, les subventions, la recherche, la façon dont les supermarchés sont organisés, tout le système est construit pour favoriser l'agriculture industrielle. Tout pousse dans la même direction. Et du coup, pour un agriculteur, essayer de faire autrement, c'est nager à contre-courant. Pour que ce soit plus concret, regardons cet exemple au Brésil. Voilà comment le piège se referme. Un petit agriculteur signe un contrat avec une grosse boîte. La boîte lui fournit tout, les semences, les engrais, mais à crédit. Le problème, c'est que les revenus sont si faibles que l'agriculteur n'arrive jamais vraiment à rembourser sa dette et à être indépendant. Et comme toute l'économie de la région est basée sur cette seule culture, impossible pour lui de se diversifier. C'est un système de dépendance totale. Le tableau peut sembler un peu sombre, c'est vrai. Mais malgré ces obstacles, des choses bougent. La transition est en marche. Alors la question c'est, comment on fait pour déverrouiller ce système? Quels sont les leviers qu'on peut actionner pour que l'agroécologie prenne plus de place? Bon, évidemment, il n'y a pas de baguette magique. C'est un ensemble de choses qui doivent changer en même temps. Ça passe par les politiques, bien sûr, qui doivent réorienter les subventions. Ça passe par nous, les consommateurs, par nos choix quotidiens. Ça passe aussi par la recherche qui doit travailler main dans la main avec les agriculteurs. Et enfin, ça passe par la force du collectif, des réseaux de paysans qui s'entraident, qui partagent leur savoir. Alors pour finir, je voudrais laisser une question en suspens. Et si, pour une fois, on arrêtait de tout mesurer en tonnes par hectare? Et si on mesurait la réussite d'une ferme à sa capacité à régénérer les sols, à préserver l'eau, à bien nourrir les gens et à faire vivre une communauté? L'agroécologie, au fond, c'est une invitation à changer complètement notre regard. C'est peut-être ça le vrai rendement qu'on devrait tous chercher à cultiver.